Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde a pu bien se loguer et peut m'entendre à ce moment. Bienvenue dans ce webinaire, partie 1 sur l'ordonnance sur le commerce du bois. L'idée aujourd'hui est d'amener quelques éclairages sur cette nouvelle ordonnance qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2022 et ses implications pour les divers segments et entreprises concernées. Avant de commencer, ce séminaire, je vais vous donner encore quelques informations sur la forme, comment ce webinaire va se passer. Je me présente, je m'appelle Michael Reinhardt, je dirige la division forêt à l'Office fédéral de l'environnement. Dans la division forêt, nous traitons des thématiques forêt et bois, raison pour laquelle cette thématique de l'ordonnance et le commerce légal du bois en Suisse est attribuée dans notre domaine de compétences. Je vais vous guider au travers de cette séance aujourd'hui. Nous aurons différents intervenants qui vont vous présenter les tenants et aboutissants de cette nouvelle réglementation. Et avant de commencer, je voudrais juste rappeler peut-être quelques petites règles du webinaire, ce serait certainement aussi pour avoir une qualité des plus optimales au cours de ce webinaire. Je vous demande d'utiliser Edge comme navigateur. Firefox et Explorer ne fonctionnent pas, voire pas bien du tout. Donc, passez sur Edge si ce n'est pas fait. Je vais vous demander de désactiver vos micros et vos vidéos pour garantir une bonne transmission. Vous pouvez choisir dans la configuration de mettre en pile ou côte à côte. Ça vous permettra de mieux voir la présentation, respectivement de manière plus grande dans votre navigateur. Si vous aurez des questions, je propose de toujours laisser les slots de présentation et de poser des questions. Ensuite, vous pouvez lever la main pour poser une question. Donc, c'est le symbole du smiley qui se trouve en bas sur votre navigateur et vous cliquez sur la main et nous verrons automatiquement que vous aurez une question à poser. Il est possible de poser vos questions en tout temps dans le chat. Les réponses, elles seront données après les exposés. Cette rencontre est enregistrée et sera mise en ligne sur YouTube. Profitez de cette possibilité, il se peut. Nous avons eu 2 séances de webinaires en allemand les semaines précédentes et nous avons constaté que malheureusement lors du webinaire, la qualité de l'image n'était pas très bonne, mais elle l'est ensuite au moment où l'enregistrement est mis sur YouTube. Donc si quelque chose n'était pas clair ou que vous n'auriez pas vu, dû justement à un problème de webinaire, vous pourrez le revoir ensuite sans problème sur YouTube. Voilà. Je pense que tous les participants et participantes sont arrivés entre deux. Les introductions ont été faites sur les règles de ce webinaire. Je vais introduire tout de suite ces thématiques liées au commerce du bois légal. Nous aurons ensuite, après cette brève introduction de ma part, nous aurons Fabien Reusser qui va vous présenter l'essentiel en bref. Nous aurons ensuite à 9h45 les acteurs du marché et leurs nouveaux devoirs dès 2022. Achim Schaffer vous présentera ceci et ensuite nous aurons un round de questions avec nos juristes, nos collaborateurs scientifiques de la division forêt et puis on passera ensuite à un résumé et aux perspectives. Nous espérons pouvoir conclure rapidement vers 10h45 pour cette première partie. Je souhaite annoncer ici aussi que si certaines questions ne peuvent pas être répondues aujourd'hui, elles seront reprises pour la deuxième partie du séminaire qui aura lieu la semaine prochaine. Donc voilà, si tout ne peut pas être discuté ou répondu aujourd'hui, nous aurons l'occasion de reprendre ces questions dans le cadre de la partie 2. Aujourd'hui, avec moi dans ce webinaire, nous aurons Fabian Reusser. Fabian est collaborateur scientifique chez nous à la division forêt. Également Achim Schaffer, qui va représenter la division forêt. Tous deux sont les personnes qui ont mis en place les différents outils et travaillé d'arrache-pied ces dernières années pour cette nouvelle ordonnance. Et bien sûr, la division forêt n'a pas fait cela seule. Nous avons aussi Vincent Bornenblust qui est présent aujourd'hui, qui est juriste à l'OFEV, qui vous répondra aussi d'un point de vue juridique sur cette nouvelle réglementation. Voilà, l'ordonnance sur le commerce du bois, ou OCBO,
dans le contexte international, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait neuf, puisque depuis environ 14 ans, on a au niveau international certaines réglementations dans certaines régions du monde qui concernent cette importation ou le commerce du bois, le bois mobilisé de façon légale pour s'assurer effectivement qu'on n'ait pas un marché parallèle qui se met en place, mais aussi pour des questions de protection de l'environnement. Les États-Unis ont déjà dès 2008 mis en place l'ACE Act qui cherchait justement à garantir une mobilisation du bois de manière légale, s'assurer que le bois qui est coupé dans les forêts d'origine se fait selon des réglementations correctes et qui respectent effectivement les principes de législation forestière locale. La Suisse a déjà une réglementation depuis 2010 dans le cadre de l'obligation de déclaration, la déclaration d'origine qui existe. Elle était basée sur la loi sur la protection de la consommation, donc on influençait surtout l'aspect de l'utilisateur final qui soit sensibilisé sur l'origine du bois et de ses dérivés. C'était donc pas, on va dire, à la charge, on peut le dire, de ceux qui produisent ou coupent le bois ou l'importent ou le commercialisent sous ces diverses formes. L'Australie s'est également dotée d'une loi prohibitive sur le bois illégal, ce depuis 2012. L'Union européenne s'est trouvée. L'Union européenne a mis en place dès 2013 une réglementation qui s'appelle European Timber Regulation, EUTR, et ce EUTR est en vigueur donc depuis cette année-là, ce qui fait que la Suisse, en tant que non-membre de l'Union européenne, se retrouve isolée au milieu de cette Union européenne avec potentiellement des problématiques liées à l'import-export du bois. Nous avons, dans ce cadre-là, utilisé la législation européenne comme base. C'était aussi un mandat qui nous a été demandé par 2 motions parlementaires, j'y reviendrai tout à l'heure. Ces 2 motions demandaient justement que le commerce du bois suisse soit, on va dire, considéré de manière équivalente ou équivoque en tout cas par rapport aux commerçants du bois de l'Union européenne et ne pas avoir des problèmes ni à l'import ni à l'export. Donc la législation européenne, le EUTR, est effectivement la base pour la réglementation suisse. Il a fallu bien sûr adapter le wording, mais aussi les mécanismes parce que l'organisation entre l'État, la Confédération, les différents partenaires est bien sûr différente dans le contexte helvétique par rapport au contexte européen. Toutes ces réglementations qui ont été mises en place exigent justement que les produits soient examinés avec diligence avant d'être mis sur le marché. On peut passer à la phrase suivante. Pourquoi cette réglementation? Cette réglementation vise essentiellement à fermer le marché du bois abattu ou commercialisé illégalement. Donc on veut s'assurer que le bois qui est mis sur le marché a été de manière légale, c'est-à-dire en respectant les réglementations pour l'abattage du bois dans les pays d'origine. On cherche bien sûr, outre la légalité de cette origine, on cherche aussi bien sûr à endiguer la déforestation et la perte de biodiversité. Je pense que c'est un effet qui est surtout très fort. On parle peut-être moins d'un effet ici en Suisse, hein, où on a déjà une exploitation durable des forêts pour la mobilisation du bois essentiellement. Mais on voit qu'au niveau mondial, la déforestation est quelque chose qui nous touche. Vous voyez ici une carte qui représente les différences, hein, c'est un delta entre 2000 et 2019. On parle ici de déforestation, donc c'est tout inclus. On parle ici de phénomènes, les feux, on parle de, enfin, respectivement là où les arbres ont diminué. Et vous voyez que toutes les parties du monde sont ici touchées. La déforestation est aussi à l'origine d'environ 17% des émissions de de dioxyde de carbone planétaire. Donc, on a ici un gros rôle à jouer, pas seulement en termes de perte de biodiversité, mais aussi en termes de climat. Nous espérons ici avoir aussi des bonnes résolutions prises à Glasgow actuellement dans le cadre de la COP.
Ce qui nous intéresse ici et dans ce cadre, c'est bien sûr aussi de lever un obstacle au commerce entre la Suisse et l'Union européenne. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que nous aurons ici l'essentiel des discussions de la journée. Peut-être encore rapidement le processus politique. Chez nous en Suisse, donc en 2017, 2 motions identiques ont été déposées au Parlement par la conseillère nationale Sylvia Flucker-Beni et par le conseiller aux États Feun. Ces 2 motions réclamaient justement une réglementation identique ou équivoque à l'Union européenne pour que le commerce ne soit pas bloqué ou respectivement ne se retrouve pas face à des grosses barrières, notre commerce helvétique du bois et des produits dérivés. En 2018, nous avons procédé à une révision de la loi et un message a été transmis au Parlement par le Conseil fédéral. En 2019, cette version a été adoptée pratiquement à l'unanimité, donc toutes les couleurs politiques ont pu se retrouver derrière ce nouvel article de la loi sur la protection de l'environnement qui nous crée une nouvelle base légale. En 2020 d'arrache-pied, on a créé donc cette ordonnance du commerce du bois de manière approfondie, en consultation et en reconnaissance aussi du travail qui a été fait par nos voisins de l'Union européenne, mais en faisant tout ce travail de Übersetzung, comme on dit en allemand, de traduction pour les conditions helvétiques. Et puis, le 12/5/2021, cette année, le Conseil fédéral a pu adopter cette nouvelle ordonnance, l'OCBO, ainsi que le rapport explicatif et fixer l'entrée en vigueur. Voilà, ça c'est pour le passé. Le futur, c'est le 1er janvier 2022. La révision de la LPE et l'OCBO entrent en vigueur et doivent être appliquées par les différentes entreprises. Pour vous, peut-être d'intérêt encore, c'est ce site internet que vous retrouvez chez nous à l'OFEV, www.bafu.admin.ch/commerce du bois. Vous y trouverez la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Attention, vous allez encore avoir le projet de la commission actuelle à disposition parce que la loi, dans les faits révisée, sera publiée peu avant le 1er janvier 2022. Ça fait partie des procédures officielles, donc malheureusement, vous n'avez pas encore cette version qui est visible, mais vous avez la modification qui en tout cas là est présente. Vous voyez aussi à cet endroit-là, vous trouverez le message concernant la modification de la loi sur la protection de l'environnement, les raisons et les tenants aboutissants qui ont été discutés au niveau du Parlement. Vous y retrouverez l'ordonnance telle qu'elle a été adoptée par le Conseil fédéral et puis encore le rapport explicatif concernant l'ordonnance en soi. Je pense que ces bases-là sont essentielles pour vous, pour nous tous. Ce sont les bases qui vont créer notre travail dans ce domaine-là dès l'année prochaine. Mesdames et messieurs, avant de partir à la deuxième partie et les différentes présentations, je vous remercie de vous être inscrits et inscrites de manière autant nombreuses aujourd'hui. C'est important pour nous, mais aussi pour vous, car vous allez être les acteurs aussi, vous allez aussi être garants de cette bonne mise en œuvre de cette ordonnance. Et je pense que c'est important aussi pour les consommateurs finaux de ces biens, de ces produits et produits dérivés du bois, de savoir qu'ils ont été récoltés de manière légale et qu'on a un produit qu'on peut consommer et profiter en toute connaissance de cause et des conditions environnementales dans lesquelles ils ont été produits. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Fabian Reusser avec une petite vidéo qui est en suisse allemand, mais avec des sous-titres en français. Habt ihr gewusst, dass es am 01.01.2022 verboten ist, illegales Holz in der Schweiz im Verkehr zu bringen? Betroffen ist der ganze Sack an Produkten. Die neue Holzhandelsverordnung verlangt von allen Marktakteuren, systematisch sorgfältig zu sein und die Risiken, illegales Holz in den Verkehr zu bringen, zu minimieren. Betroffen sind neben den Holzhändlern auch Fach- und Detailhändler, aber sogar Papeterien, die zum Beispiel solche Blöcke verkaufen.
Nicht betroffen sind aber zum Beispiel Recyclingmöbel, wie sie hier verkauft werden. Jetzt beantworte ich gerne noch ein paar Fragen zu dieser neuen Regelung. Es geht bei dieser neuen Regelung darum, dass es ab dem 01.01.2022 verboten ist, illegales Holz in der Schweiz in den Verkehr zu bringen. Und jeder, der das erste Mal Holz in die Schweiz bringt, muss die nötige Sorgfalt walten. Er muss das Risiko, illegales Holz in den Verkehr zu bringen, auf ein vernachlässigbares Maß reduzieren. Das Verbot vom illegalen Holz soll weltweit die Entwaldung bekämpfen und den damit verbundenen Biodiversitätsverlust. Und es soll dazu beitragen, dass das Klima geschützt wird. Und außerdem soll so der Handel mit unseren Nachbarländern in der EU erleichtern. Betroffen sind alle Akteure, die in der Schweiz das erste Mal Holz auf den Markt bringen. Es sind aber auch alle betroffen, die innerhalb der Schweiz Holz und Holzprodukte weiterverkaufen als Händler. Die genaue Palette der Produkte ist im Anhang der Holzhandelsverordnung festgehalten. Wer erstmalig Holz oder Holzprodukte in der Schweiz auf den Markt bringt, muss sicherstellen, dass die aus einem legalen Handel und einer legalen Ernte stammen. Für das ist er verantwortlich. Und er ist auch dafür verantwortlich, sorgfältig zu prüfen und zu dokumentieren, wie er das Risiko, dass illegales Holz in der Schweiz in Verkehr gebracht wird, auf ein vernachlässigbares Maß reduziert hat. Die Akteure müssen systematisch vorgehen. Sie müssen Informationen beschaffen, zum Beispiel zu der Holzart, zum Ursprungsland von dem Holz, der das geerntet wurde. Und sie müssen Informationen zum Risiko sammeln. Sie müssen dann in einem zweiten Schritt das Risiko bewerten und schauen, ob weitere Massnahmen nötig sind. Wenn nötig, wäre im dritten Schritt angezeigt, eben Massnahmen für die Minderung des Risikos zu treffen und die zu dokumentieren. Es sind 19 Produktekategorien von dieser Holzhandelsverordnung betroffen. Vielleicht kann man ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel eben hier, Papierprodukte sind betroffen. Was man vielleicht nicht so vordergründig erwarten, aber es sind ja andere Produkte betroffen, wie zum Beispiel Möbel aus einer Spanplatte oder die Spanplatte selber. Bauprodukte, wie zum Beispiel so Holzplatten. Es sind aber auch Brennstoffe betroffen, wie Pellet und Hackschnitzel. Und wichtig ist auch zu wissen, dass bei zusammengesetzten Produkten, wie zum Beispiel dieser Platte, alle Komponenten müssen auf ihre legale Herkunft her überprüft werden. Nicht betroffen sind zum Beispiel so Altholzmöbel, wie der recycelte Tisch, den ich hier drauf hocke, oder der alte Stuhl nebendran. Nicht betroffen sind auch Verpackungen, die nur dazu da sind, den Inhalt zu schützen. Und auch nicht betroffen sind zum Beispiel Produkte aus Bambus. Diese Regelung gilt auch für Holz, das in der Schweiz geerntet wird. Es wird sozusagen bei der Ernte das erste Mal in der Schweiz in Verkehr gebracht. Und wenn bei der Ernte die Gesetze im Schweizer Wald eingehalten worden sind, kann davon ausgegangen werden, dass das Holz legal ist in Verkehr gebracht wurde. Wer Holz, das schon in Verkehr gebracht worden ist, weiterverkauft in der Schweiz, der ist ein Händler. Er muss sicherstellen, dass er dokumentieren kann, an wen er das Holz weiterverkauft hat und von wem er das Holz bezogen hat. Für den Vollzug im Schweizer Wald sind die Kantone zuständig. Das BAFU kontrolliert die Akteure, die Holz in die Schweiz importieren. Das BAFU geht dabei risikobasiert vor. Es prüft riskante Herkünfte und grosse Mengen sicher zuerst. Bei Verstößen gegen die Regelung
drohen Gefängnisstrafen bis zu 3 Jahren oder Geldstrafen. Weitere Informationen findet ihr sonst auf unserer Webseite. Bereitet euch jetzt vor und meldet euch für unseren Newsletter an, damit ihr parat seid, wenn der Vollzug startet. Danke für eure Aufmerksamkeit und vergesst nicht, ihr seid wichtig, dass die Regelung funktionieren kann, weil ihr müsst sorgfältig sein und dafür sorgen, dass kein illegales Holz in der Schweiz auf den Markt kommt. Voilà, après cette petite vidéo traduite et en sous-titres, je vais passer la parole à notre spécialiste Fabian Reusser qui va vous donner quelques explications supplémentaires sur cette nouvelle réglementation du bois illégal. Je passe la parole à Fabian Reusser. Merci beaucoup, Mika. Alors, le vidéo a vous répondu déjà beaucoup à tes questions basiques. Maintenant, on aimerait bien vous donner des réponses plus approfondies sur différentes questions. On voyait la présentation. On doit patienter encore un petit moment. Voilà. Alors, quels produits sont concernés? Je vous donne certains exemples sur le prochain slide. Vous voyez ici le bois brut qui est concerné, même écorcé. Aussi les pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses, cellulosiques, aussi des papiers et des cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton sont tous concernés. Aussi des meubles et aussi les cadres en bois. Puis sur le prochain slide, vous voyez le bois de chauffage, le bois en forme de bûche et aussi en granulés ou pellets sont concernés. Des dérivés de bois comme des panneaux de particules, comme des panneaux de fibres et aussi comme des bois contreplaqués, ils sont aussi concernés. Aussi le bois scie ou les constructions préfabriquées en bois. L'ordonnance sur le commerce du bois ne s'applique toutefois pas aux produits fabriqués avec du bois usagé, alors recyclé ou du bambou. Où vous trouvez une liste de tous les produits concernés. Vous voyez sur le prochain slide. Une liste avec tous les produits concernés, vous trouvez dans l'annexe de l'ordonnance sur le commerce du bois. Cette liste comporte 19 catégories de produits avec leur numéro de tarif de douane. Tous les produits indiqués sous ce numéro sont concernés. Et vous trouvez cette liste sur notre site internet où vous trouvez l'ordonnance. À quoi l'ordonnance sur le commerce du bois s'applique-t-elle? Elle s'applique à la première mise sur le marché de bois ou des produits en bois. Ça veut dire au bois et aux produits en bois qui vont être importés de l'Union européenne en Suisse. Bois et produits en bois importés aux États tiers, alors aux États non membres de l'Union européenne, et aussi en bois récolté dans les forêts en Suisse. Et qui est touché, ce sont les opérateurs et les commerçants. Qu'est-ce que c'est un opérateur? Les opérateurs sont toutes les personnes physiques ou morales qui mettent du bois ou des produits dérivés du bois sur le marché pour la première fois. Alors, la première mise sur le marché, on entend la première fourniture en Suisse à titre onéreux ou gratuit de bois ou de produits dérivés du bois à des fins de distribution ou d'utilisation dans le cadre d'une activité commerciale. Alors, les opérateurs doivent remplir un devoir de diligence. Puis, les commerçants qui sont
recueilleront, remettent du bois ou des produits dérivés du bois déjà mis sur le marché doivent garantir la traçabilité de la marchandise. Maintenant, je donne la parole pour la prochaine réponse à Monsieur Vincent Bonenbluch. Oui, merci. Bonjour à tous. Je vais poursuivre la présentation. Donc, la prochaine question, c'est comment l'Office fédéral de l'environnement effectue-t-il les contrôles auprès des entreprises? Alors, tout d'abord, bien entendu que si des indices concrets de violation nous parviennent, on procédera à un contrôle. De plus, l'OFEV analysera les importations de bois sur la base des déclarations d'importation en douane pour identifier le bois pouvant être d'origine illégale. Plus généralement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'OFEV contrôlera des échantillons selon une approche fondée sur les risques et s'assurera donc ainsi que les dispositions de l'ordonnance sont respectées. Ça signifie par exemple que les opérateurs qui importent de très grandes quantités de bois provenant de pays à risque seront contrôlés en priorité. Le contrôle consiste à évaluer la structure, l'application et l'actualisation du système de diligence. Et on vérifiera donc aussi l'évaluation du risque, les mesures d'atténuation du risque et la documentation est relative. Ce sont tous des éléments que l'on verra un peu plus en détail par la suite et surtout aussi lors de la deuxième partie de ce séminaire la semaine prochaine. Enfin, sachez que notre but est de faire en sorte que la majorité de la procédure de contrôle puisse se dérouler de manière facilitée au moyen d'un portail numérique, justement eGov. Et donc, vous pourrez, le moment venu, uploader les documents requis via ce portail. La prochaine question, c'est que se passe-t-il si une entreprise ne respecte pas la réglementation? Donc, si on constate des violations, on a bien entendu des moyens de droit administratif à disposition afin de corriger la situation, dont notamment la saisie ou la confiscation des produits litigieux. Et dans tous les cas, la procédure de contrôle coûtera relativement cher à l'entreprise fautive. De plus, en matière de droit pénal, la loi sur la protection de l'environnement prévoit qu'un opérateur qui enfreint intentionnellement l'interdiction de mettre sur le marché du bois illégal est passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 3 ans ou d'une peine pécuniaire. Et puis en cas d'infraction intentionnelle aux dispositions régissant la traçabilité, là, l'opérateur ou le commerçant concerné s'expose à une amende pouvant s'élever à 20 000 francs. Qui contrôle les opérateurs lorsque le bois est récolté en Suisse? Alors, on a vu juste avant le fonctionnement général des contrôles. Cette question-là, elle fait référence au cas spécial du bois récolté en Suisse. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'au même titre que les importateurs qui mettent du bois sur le marché suisse, les propriétaires forestiers suisses qui mettent leur bois sur le marché sont également considérés comme des opérateurs au sens de l'ordonnance. En Suisse, la législation sur les forêts exige de disposer d'une autorisation d'exploitation pour pouvoir récolter du bois. Et l'exécution de la législation en matière d'exploitation du bois et de gestion des forêts est de la responsabilité des cantons. Donc l'ordonnance sur le commerce du bois a donc prévu que lorsque le bois est récolté en Suisse, le contrôle des opérateurs incombe au canton. Étant donné que les autorisations d'exploitation délivrées par les cantons impliquent déjà des contrôles, les tâches d'exécution découlant de l'ordonnance seront liées à celles de la législation sur les forêts. Donc le respect de la législation sur les forêts et du régime de contrôle devrait suffire à assurer la légalité du bois provenant des forêts suisses. Puis en cas de soupçon d'irrégularité, les cantons ont déjà aujourd'hui l'obligation d'enquêter à ce sujet. Voilà, on a presque fini avec la première présentation de l'essentiel de l'ordonnance. Vous trouverez toutes les informations nécessaires également sur notre site internet, dont vous voyez l'adresse à l'écran. Vous pourrez également y revisionner la vidéo de l'interview de mon collègue Arim Schaffer, si le cœur vous en dit. Et puis, je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre newsletter afin de pouvoir vous tenir informé. Et puis, vous recevrez donc ainsi régulièrement des informations sur les thèmes actuels et concernant les éventuels nouveaux documents qui pourraient vous aider à mettre en œuvre votre devoir de diligence de manière optimale dans votre entreprise.
Et puis enfin, je vous informe justement d'ores et déjà que d'autres documents utiles sont en train d'être élaborés par l'OFEV. Je pense en particulier à une aide à l'exécution destinée aux cantons qui règle les points encore en suspens concernant leur exécution de l'ordonnance. Une communication aux entreprises qui clarifie les dernières questions qui se posent quant à l'application de l'ordonnance. Donc un document qui devrait vous intéresser tout particulièrement. Et puis un cahier des charges qui fixe notamment certaines exigences normatives relatives au système de diligence et aux compétences techniques dont doivent faire preuve les services d'inspection. Donc ce document doit servir de base aux services d'inspection pour l'examen du système de devoir de diligence de leur mandant. On verra par la suite plus en détail le rôle des services d'inspection. Voilà, alors je repasse la parole à Michael Reinhardt. Merci Vincent. Donc c'était beaucoup d'informations d'un coup. Vous avez vu, en soi, les procédures en Suisse sont assurées avec une gestion durable des forêts, donc une récolte aussi durable du bois et légal du bois qui sort de nos forêts suisses. Nous mettons tout en œuvre actuellement aussi pour fournir toutes les informations nécessaires dans le cadre de ces aides à l'exécution, communication aux entreprises et cahiers des charges pour assurer un passage smooth, comme on dit en nouveau français, à cette nouvelle ordonnance. Voilà, c'était l'essentiel. En bref, nous allons passer maintenant à une deuxième partie qui est celle des acteurs du marché et puis leurs nouvelles tâches, leurs nouveaux devoirs dès janvier 2022. Et je passe la parole à Achim Schaffer. Achim. Ouais, merci, bonjour à tous. J'ai préparé une petite analogie pour vous expliquer ce nouveau devoir de diligence. Vous voyez cette image ici. Imaginez, vous êtes au volant d'un Ferrari entre Nanda et Sion. C'est l'hiver, il neige, vous glissez et vous percutez la glissière de la sécurité. Comment cet homme dans la veste orange peut savoir si vous avez roulé prudemment? Qu'en pensez-vous? Est-ce que la personne au volant de cette voiture était prudente? Surtout, l'homme en veste orange, il veut savoir qui conduisait. Quel était l'état du conducteur? Est-ce qu'il a bu? Est-ce qu'il a eu un permis? Est-ce qu'il est roulé avec une vitesse adaptée ou bien est-ce qu'il a exagéré? Quelles étaient les conditions météo? Est-ce qu'il a neigé? Est-ce qu'il a eu du verglas? Est-ce que cette voiture, il a eu des pneus d'hiver? Est-ce que la voiture était bien entretenue? Des freins qui fonctionnaient? Et puis maintenant, dans la prochaine slide, je vous montre les analogies pour vous comme acteur de marché et cet devoir de diligence. Vous aussi devez répondre à ces questions. Qui conduisait? Ça veut dire qui prend la responsabilité dans votre entreprise pour cet devoir de diligence? Est-ce qu'il y a eu une sensibilisation et formation dans votre entreprise pour les personnes qui ont la tâche de appliquer ce devoir de diligence? Est-ce qu'il y a eu un permis? Peut-être l'analogie serait, est-ce que les compétences dans votre entreprise et les processus sont bien définis? Vu à la vitesse, c'est aussi avec quelle précision ces contrôles étaient faits. Les conditions météo, c'est des indicateurs de risque, n'est-ce pas? Est-ce que ces indicateurs étaient connus, actuels? Et puis après, vous avez mis le pneu d'été ou bien le pneu d'hiver? Est-ce que vous avez adressé ou bien attaqué ces risques que vous avez identifiés avant? Est-ce que le véhicule était bien entretenu? Est-ce que ce système est-il régulièrement été mis à jour? C'est ces questions en fait que les acteurs du marché doivent être capables de remplir. Prochain slide, s'il vous plaît. C'est votre tâche, c'est à vous maintenant de jouer ce rôle ou bien d'assurer en Suisse qu'il n'y a pas du bois illégal. Prochain slide. C'est aussi à vous de mettre en place un système dans votre entreprise pour
remplir ce devoir de diligence. C'est bien sûr, prochain slide s'il vous plaît, important de comprendre que cette systématique est important. Ça veut dire il y a des exigences à l'égard de ce système, non seulement à une livraison, mais aussi à la système. Et puis, c'est par exemple, il doit être clair qu'il doit avoir une volonté de la direction de seulement faire des achats légaux. On doit bien définir les responsabilités et assurer que les personnes en responsabilité sont aussi compétentes. On doit fixer les règles dans l'entreprise, les processus. On doit surveiller que la qualité et la performance du système restent bons. On doit voir que tous les produits concernés, ça veut dire tout le champ d'application est pris en considération. Et c'est aussi clair que toutes ces choses à l'égard du système doivent être aussi documentées et mises à jour. Je redonne la parole à Vincent qui va vous expliquer maintenant les éléments principaux de ce devoir de diligence. Merci Arim. Donc un système de diligence comprend 4 éléments qui sont du reste également mentionnés dans l'ordonnance aux articles 4 et suivants. Il s'agit de l'acquisition d'informations et documentation, l'évaluation du risque, le cas échéant l'acquisition d'informations supplémentaires et l'atténuation du risque. Donc ces 4 éléments sont au cœur du devoir de diligence. Donc en d'autres termes, vous devez tout d'abord obtenir les informations nécessaires. Ça inclut des informations de base telles que le type de bois et son origine, mais également des informations sur le risque qui vous permettront d'évaluer dans quelle mesure le risque que le bois soit illégal existe. Selon les cas, vous devrez obtenir des informations supplémentaires ou atténuer le risque. Et lorsque cela est fait, vous pourrez à nouveau évaluer le risque. Les informations supplémentaires ou les mesures d'atténuation du risque mis en place étaient-elles suffisantes? Dans le cas contraire, il faudra obtenir encore plus d'informations ou prendre des mesures d'atténuation du risque supplémentaires jusqu'à ce que le risque soit rendu négligeable. Autrement dit, les risques doivent être atténués jusqu'à ce que le feu soit ouvert. On va maintenant regarder ces 4 éléments plus en détail. Donc, quand on tombe par l'acquisition d'informations concernant la chaîne d'approvisionnement, vous obtenez des informations concernant le type de bois et l'origine, et si le risque est pour ce bois et ce pays très bas, ça peut alors, selon les cas, déjà s'avérer suffisant. En revanche, s'il existe une chaîne d'approvisionnement très complexe derrière le produit, par exemple, si vous souhaitez introduire sur le marché un produit assemblé qui comprend divers composants, vous devrez alors réfléchir, puis-je obtenir auprès de mon fournisseur ces infos au sujet de l'entier de la chaîne? Comment puis-je consigner ces infos? Comment je fais pour évaluer ces infos? Ai-je besoin d'informations supplémentaires qui me manquent encore? Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez une forêt, une scierie et un fabricant de meubles, à chaque étape de ce processus de récolte et de production peut être commis une infraction où des bois peuvent être mélangés. C'est donc primordial que vous puissiez démontrer pour chaque acteur de cette chaîne, pour autant que ce soit nécessaire au vu de votre évaluation du risque, comment vous avez géré ces informations. Pour ce qui est de l'évaluation du risque, vous devez, donc le prochain slide s'il vous plaît. Merci. Pour ce qui est de l'évaluation des risques, vous devez décider quel risque vous êtes prêt à prendre en achetant auprès du fournisseur en question. Peut-être que vous constaterez qu'il n'y a pas de risque, peut-être que vous constaterez au contraire qu'il y a de grands risques, peut-être que les risques sont grands car il s'agit d'une essence menacée d'extinction ou que vous achetez dans un pays qui connaît une haute prévalence de récolte illégale ou un pays qui est particulièrement corrompu. Une fois que vous avez identifié les risques, vous pouvez vous demander où dans la chaîne d'approvisionnement ces risques prennent place et sous quelle forme. S'agit-il de mélange de bois, de l'inexistence d'une autorisation d'exploiter, etc. Et une fois ces risques spécifiés, vous pouvez ensuite examiner les divergences, c'est-à-dire tenter de constater dans le cas présent dans quelle mesure les règles de l'État en question n'ont effectivement pas été respectées.
Vous pouvez bien entendu parvenir à la conclusion que les risques ont été pris en compte de manière appropriée, qu'ils sont donc négligeables. Car vous aurez terminé votre devoir de diligence. Mais le prochain slide, s'il vous plaît. Prochain slide, s'il vous plaît. Ah oui, excusez-moi. Mais votre évaluation des risques peut aussi mener à constater que les risques ne sont pas négligeables et toujours hauts. Parce qu'il s'agit par exemple d'un État corrompu où il y a beaucoup de dénonciations de récoltes illégales dans cette région. Alors que faites-vous dans ce cas? Eh bien, vous êtes alors, en tant qu'opérateur, tenu d'atténuer ce risque de manière globale et efficace. Vous devez donc lancer une procédure d'atténuation du risque qui comprend toutes les investigations et mesures nécessaires. Donc vous devrez peut-être acheter chez un autre fournisseur ou dans un autre pays, peut-être changer d'essence de bois. Vous allez chez votre fournisseur et vous vérifiez sur place s'il respecte la législation applicable, s'il a vraiment bien acheté la quantité de bois qui vous est livrée, etc. Et pour ce faire, vous avez évidemment besoin de l'accord de votre fournisseur. Sinon, vous ne pourrez pas aller sur place vérifier. Donc, vous pouvez faire ce contrôle vous-même, mais il existe aussi, si vous le faites vous-même, il faut être conscient qu'il existe certaines règles à cet égard et que votre contrôle doit faire preuve d'une certaine qualité. Mais vous pouvez également envoyer des tiers indépendants qui contrôleront cela pour vous dans les règles de l'art. L'important, c'est bien entendu de documenter ces mesures d'atténuation que vous mettez en œuvre. Et une fois les mesures d'atténuation effectuées, vous devez réévaluer le risque afin de vérifier si c'était suffisant. Autrement dit, évaluer si les mesures étaient appropriées afin de réduire à un niveau négligeable la probabilité de mise sur le marché du bois issu d'une récolte illégale. Si ce risque est effectivement devenu négligeable, vous pourrez alors introduire votre produit sur le marché. Ici, vous voyez une représentation des diverses mesures d'atténuation du risque possibles que j'ai en partie déjà évoquées. Donc, une fois avoir constaté le risque non négligeable que représente la marchandise en question, vous pouvez décider pour une stratégie d'évitement des risques en bleu clair en haut ou de contrôle des risques en bleu foncé en bas. La première sera probablement la solution plus facile, tandis que la seconde demandera plus d'efforts. La stratégie de prévention des risques inclut des mesures telles que le remplacement de la chaîne d'approvisionnement qui serait trop risquée. Donc, vous ferez ça notamment soit en privilégiant désormais les matériaux certifiés ou en choisissant d'acheter du bois pour la production de vos meubles dans un pays moins risqué. La stratégie de contrôle des risques exige quant à elle d'examiner plus avant la situation, de requérir des informations supplémentaires, de se rendre soi-même ou d'envoyer des tiers indépendants sur place pour vérifier la légalité des processus et de documenter tout ça de manière extensive. Donc c'est plus d'efforts. Dans cette stratégie, dans le cadre de cette stratégie, on peut aussi, par exemple, soi-même procéder à une analyse du bois afin d'assurer qu'il ne s'agit pas d'une essence protégée ou qu'il s'agit tout simplement bel et bien de l'essence qu'on a dit nous vendre. Et puis, il peut également être opportun de consulter d'autres groupes d'intérêt afin de savoir ce qu'ils pensent des risques dans ce pays et comment on peut les réduire. C'est le dernier carré en bas à droite. Voilà. Voilà pour la présentation des 4 éléments du devoir de diligence. Évidemment, on est conscient que ça ne répond pas à toutes vos interrogations et que beaucoup de questions restent en suspens. Une question qui revient souvent, prochain slide s'il vous plaît. Une question qui revient souvent, c'est celle de savoir si tous les composants d'un produit sont concernés. La réponse est oui. Si le produit est fabriqué avec du bois de diverses sources, ce qui peut être le cas d'un meuble par exemple, le risque doit être évalué séparément pour chaque composant, chaque essence et chaque pays d'origine. Donc le système de diligence doit être appliqué pour toutes les essences et tous les produits dérivés du bois du fournisseur concerné. Des exceptions sont-elles prévues pour les produits certifiés? Voilà une autre question fréquente à laquelle on doit répondre négativement. Les produits certifiés sont aussi soumis à cette réglementation. Cela dit, les certificats contrôlés par des organismes indépendants qui permettent de prouver la légalité de la récolte ou du commerce du bois
peuvent bien sûr être pris en compte dans l'évaluation du risque que j'ai mentionné juste avant. Finalement, la question de savoir s'il existe un soutien pour les entreprises dans la mise en place de leur système de diligence, oui, des soutiens sont disponibles. Comme prévu dans l'ordonnance, des services d'inspection seront à disposition dès qu'ils auront terminé la procédure de reconnaissance. Les entreprises pourront mandater ces services d'inspection pour évaluer la conformité de leur système de diligence et de son application. Et cette évaluation de la part des services d'inspection se fondera sur un cahier des charges qui est en cours d'élaboration par l'OFEV. Et au terme de l'inspection, l'entreprise recevra un rapport faisant état des éléments conformes au cahier des charges et des éventuelles recommandations d'amélioration. Et puis, il faut savoir qu'en cas de manquement grave ou répété, là, le service d'inspection sera obligé de l'annoncer à l'OFEV. Une autre aide à disposition sont les exemples de systèmes de diligence élaborés dans l'Union européenne. Vous trouverez des modèles sur notre site internet que vous pouvez utiliser afin de déterminer comment vous pouvez remplir vos obligations de manière optimale. Voilà, j'en ai terminé. Je rends la parole à Michael Reinhardt. Voilà, merci Vincent pour ces explications supplémentaires sur les acteurs du marché et leurs nouvelles tâches, leurs devoirs à partir du 1er janvier 2022. Nous allons passer maintenant dans cette dernière partie de ce premier webinaire à vos questions, respectivement aux questions aussi qui nous ont déjà été posées au préalable, parce que nous en avons eu plusieurs. Nous avons aussi eu des questions déjà la semaine passée avec vos homologues suisse alémanique, et je vous propose peut-être de passer déjà à la réponse de toutes ces questions maintenant qu'on a déjà eues. Ça répondra peut-être aussi aux premières interrogations qui se posent chez vous, et on ouvrira ensuite la ronde aux discussions. Donc encore une fois, vous avez toujours la possibilité en parallèle de poser vos questions dans le chat. Si elles n'ont pas été répondues d'ici la fin de ce webinaire, nous les répondrons la semaine prochaine encore dans la partie 2. Oui, plusieurs questions sont là. Donc, comment faire pour ne pas se retrouver sur une route verglacée, pour ne pas perdre la maîtrise de son véhicule? Ce premier round de questions va être répondu ici par Vincent Bonnenblust encore. Combien de temps est-il encore possible de vendre des produits qui ont été mis sur le marché en toute légalité avant le 1er janvier 2022, mais dont la traçabilité n'est pas encore complète? Donc, il nous est connu qu'on a des situations donc transitoires qui vont s'avérer. Comment répondre à ces questions? Ensuite, quelle est la règle à appliquer pour les old stocks? C'est toujours ces questions de ces anciens stocks qui sont à prendre en compte, dont l'origine exacte n'est pas connue, puisque la réglementation n'était pas encore en vigueur. Et puis, est-ce que le devoir de diligence s'applique aussi au bois qui sera importé en Suisse après le 1er janvier 2022, mais qui aura déjà été acheté avant par l'entreprise? Voilà des questions très concrètes, et je vais te redonner la parole, Vincent, pour y répondre. Merci, Michael. Oui, il y a effectivement une disposition transitoire dans l'ordonnance. Il s'agit de l'article 23 qui dispose que l'OCBO ne s'applique pas au bois déjà introduit sur le marché au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Donc ça signifie, pour répondre à la première question, que oui, les produits qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2022 peuvent continuer à être vendus sans autre. Mais les devoirs de diligence et de traçabilité s'appliquent à tous les produits importés après le 1er janvier 2022. La réponse à la deuxième question est qu'il n'existe pas de réglementation old stock comme pour la CITES par exemple. Une telle règle serait superflue car, comme je l'ai dit, les produits qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2022 et qui ont été stockés en Suisse peuvent continuer à être vendus en Suisse sans autre. En ce qui concerne la troisième question, la réponse est la suivante. Le moment de la première mise sur le marché est celui où le bois est présent physiquement en Suisse. C'est-à-dire que le bois a été récolté ici en Suisse ou qu'il a été importé en Suisse et libéré par les autorités douanières. Si ce moment est postérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le devoir de diligence doit être respecté.
Voilà. Voilà pour mes réponses. Je te repasse la parole, Michael. Merci Vincent pour ces questions transitoires et nous allons passer à un autre bloc de questions, celui qui concerne les pays à haut risque. Dans ce devoir de diligence, il s'agit aussi d'identifier d'où vient ce bois. Et puis des questions qui nous ont été posées ici, c'est existe-t-il une vue d'ensemble des pays et de leurs régions pour lesquelles il est établi de manière sûre que leur bois est issu d'abattages illégaux ou pas, et qui doivent de ce fait être exclus des exportateurs admis. Alors je vais donner ici la parole à Achim Schaffer pour cette question-là. Oui, là aussi, c'est surtout bien de regarder aussi sur notre site internet que vous avez vu avant. Il faut tenir compte non seulement du pays d'origine du bois, mais aussi de toute la chaîne d'approvisionnement, comme on a entendu avant, et de tous les acteurs impliqués. Il ne doit y avoir du bois illégal nulle part dans la chaîne et tous les acteurs doivent respecter les lois applicables du pays d'origine. Dans notre explication, nous avons aussi fait référence à l'indice de corruption qui permet de se faire une première idée du risque et de la fiabilité aussi des justifications délivrées par un État. L'indice de corruption est établi par une groupe qui s'appelle Transparency International. On parle de risques non négligeables, par exemple lorsque l'indice de corruption est inférieur à 50 ou lorsqu'il existe des signes qui sont librement accessibles d'abattage illégal dans un pays ou bien des activités illégales dans la chaîne du bois. Je redonne la parole pour la prochaine. Merci Achim pour cette réponse à ces questions à haut risque, les pays à haut risque. Nous avons une question suivante qui concerne la certification cette fois-ci, donc les produits certifiés. Quelles particularités ou facilités existent pour les matériaux certifiés, par exemple FSC, etc. Donc est-ce qu'il y a ici il y a une facilitation pour la certification, respectivement pour ces bois? Je passe la parole ici à Fabian Reuster. Alors là, je peux répondre, comme déjà exprimé par Vincent, il n'existe aucune exception pour les produits certifiés. Alors les opérateurs qui vont importer du bois certifié doivent remplir quand même un devoir de diligence. Mais ces certificats permettent de faire des déductions a posteriori sur le respect des précisions légales relatives à la gestion forestière. Cependant, a priori, on ne sait pas si le respect de ces précisions ont été bien contrôlés. Je vous rappelle, on entend régulièrement des infractions contre le respect de cette certification. Mais toutefois, si l'opérateur a vérifié la crédibilité et la fiabilité des certificats, ces dernières peuvent être prises en considération comme mesure d'atténuation du risque, enfin d'éviter l'abattage illégal. Alors il faut vraiment contrôler tout et puis c'est ça pour assumer ce devoir de diligence. Je redonne la parole à Mika. Merci Fabian. Nous passons à d'autres questions maintenant concernant le papier. Comment se traduit l'obligation dans le cas du papier et dans le cas du papier recyclé? On a parlé qu'il y avait une différence entre ce qui est neuf et ce qui est recyclé aussi. Est-ce que les emballages cadeaux en carton sont aussi concernés par cette nouvelle ordonnance? Je donne ici la parole à Fabian Reusser de nouveau. Oui, merci. Alors, comme déjà dit, le papier aussi est dans le champ d'application de l'ordonnance sur le commerce du bois et il est nécessaire d'observer le devoir diligence pour ces produits-là.
Puis le papier recyclé et le carton fabriqué à partir des déchets ou de rebuts, ils sont exclus de l'ordonnance sur le commerce du bois. Cela dû au fait qu'il n'est pas possible de garantir la traçabilité comme pour le bois usé. C'est pareil comme pour le bois usagé. Et puis les emballages à cadeaux entrent aussi dans le champ d'application, au même titre que le papier et le carton. Ils sont importés ou mis sur le marché comme tels et ils ne sont pas fabriqués à partir de matériaux recyclés. Je donne la parole. Merci pour ces éclairages et je passe plus loin sur les questions des emballages cette fois-ci. Est-ce que le champ d'application comprend les produits en bois comme les caisses et les palettes qui servent d'emballage pour les machines ou éléments de machines importés en Suisse et qui sont ensuite revendus comme combustible ou pour être transformés? Je donne ici la parole à Vincent Bonnenblust. Vincent? Merci, Michael. Donc cette question comprend en fait deux problématiques différentes. Premièrement, les emballages. Alors le matériel d'emballage qui est utilisé exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché, les machines en l'occurrence, n'entre pas dans le champ d'application de l'ordonnance. En d'autres termes, les caisses et les palettes importées avec les machines ne sont dans le cas présent pas concernées. Le deuxième élément concerne le fait que les caisses et les palettes sont ensuite vendues comme combustible ou pour être transformées. Donc à présent, ça ne change rien puisque les caisses et les palettes ont déjà été mises sur le marché et ont atteint la fin de leur cycle de vie. Il faut de toute façon les considérer comme des déchets ou du bois usagé qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'ordonnance. Voilà. Merci beaucoup Vincent, tu restes là parce que tu vas Voilà, répondre exact. aussi aux questions suivantes concernant la mise en œuvre pratique. Une question qui nous a été posée, c'est est-ce qu'il faut pouvoir tracer de A à Z les flux de marchandises du fournisseur au client final? S'agissant des marchandises entreposées, l'attribution de la commande du client final au bon de livraison du fournisseur est compliquée. Alors effectivement, l'un des objectifs de la législation sur le commerce du bois est de pouvoir tracer l'entier de la chaîne du fournisseur au client final. Donc selon l'étape de la chaîne, c'est par contre pas les mêmes obligations, les mêmes acteurs qui entrent en jeu. Pour ce qui est de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à l'introduction du produit sur le marché suisse, comme on l'a vu précédemment dans la présentation, l'opérateur doit, dans le cadre de son devoir de diligence, avoir une vision d'ensemble de la chaîne d'approvisionnement afin que les risques liés à chaque étape de la chaîne, depuis la récolte du bois jusqu'à l'importation en Suisse, puissent être minimisés le cas échéant. Ensuite, dès la mise sur le marché suisse, c'est l'obligation de traçabilité de tous les acteurs du bois en Suisse qui s'applique. Donc les opérateurs doivent documenter à qui ils remettent leur bois ou produits dérivés du bois et assurer la traçabilité ainsi. Et ensuite, chaque commerçant doit disposer des informations concernant leurs fournisseurs et leurs acheteurs de façon à ce que la traçabilité de tout produit du bois en Suisse puisse être assurée jusqu'à l'opérateur qui a introduit le produit pour la première fois sur le marché suisse. Voilà, c'est la réponse à la question. Je crois qu'il reste encore une question. Je te laisse la poser. Merci Vincent. Et on en arrive à la question des services d'inspection. Cette inspection, c'est quelque chose qui est aussi nouveau. On a discuté de tout ceci tout à l'heure. Ce sera de manière basée sur le risque qu'on va faire des contrôles. Et quels seront le rôle et l'importance des services d'inspection? C'est quelque chose qui est effectivement neuf, qu'on ne connaissait pas tout à l'heure. Je passe la parole ici à Achim Schaffer pour ça. Merci. Oui, les entreprises concernées de la régulation, ils ont la possibilité de mandater des services d'inspection pour évaluer la conformité de leur système de diligence et de l'application. Ces services prévus dans le règlement fonctionnent comme ça. L'OFEF
reconnu ce service d'inspection. L'OFEF fixe un cahier des charges avec les compétences techniques pour ce service d'inspection. Et cette cahier des charges fixe aussi les points qui vont être évalués lors d'une inspection. C'est clair que ces points aussi vont figurer dans un rapport ici. Ces services d'inspection doivent signaler à l'OFEF tout manquement grave, répété, de la part d'un opérateur, bien d'une entreprise en charge. L'OFEF élabore actuellement cette cahier des charges qui définit quels points doivent être évalués par un service d'inspection. Merci Hakim. Donc des précisions aussi en cours. Ici, ce sont les questions qui nous ont été posées au préalable ou qui ont été discutées aussi la semaine dernière. J'ai regardé dans le chat, nous avons reçu une question tout au départ en lien avec les dispositions transitoires. Madame Erika Faucher posait la question, doit-on faire un inventaire du bois old stock? Est-ce que je peux donner la parole ici? C'était Vincent qui a répondu à ces questions. Un inventaire du bois old stock. Oui, merci Michael. Alors, un inventaire du bois old stock, il faut simplement pouvoir prouver que, effectivement, en cas de contrôle, il faut pouvoir prouver que le bois avait déjà été introduit en Suisse avant le 1er janvier 2022, puisque sinon, il sera soumis au devoir de diligence ou de traçabilité si vous êtes commerçant. Donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement judicieux, probablement judicieux de faire un inventaire. Voilà. Voilà, merci Vincent. Je regarde dans mon chat privé ou général, je n'ai pas reçu d'autres questions à ce stade. Je repose encore la question, des questions, respectivement. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans l'air à ce stade? Vous avez entendu beaucoup, ou pris connaissance en tout cas d'un bon nombre d'informations, nouvelles manières d'agir, nouvelles ou pas, c'est simplement des questions supplémentaires. Voilà, une nouvelle question qui est d'arriver, comment comment les menuisiers à camionnette seront-ils contrôlés? Donc les menuisiers qui se déplacent en camionnette. Je ne sais pas. Vincent, Achim ou Fabien, quelqu'un veut répondre? Achim Schaffer va répondre à cette question. En Suisse, le menuisier qui se déplace en Suisse, c'est ça la question? Ou bien, si c'est ça la question, en Suisse, il n'y a pas d'exigence pour se déplacer. On peut librement bouger en Suisse comme menuisier. Si vous importez un produit comme menuisier, ça veut dire si vous allez en France et vous achetez du bois de n'importe où, et vous l'importez en Suisse, ça veut dire que aussi un menuisier peut devenir un opérateur qui met pour la première fois du bois sur le marché suisse et qui doit remplir ces exigences qu'on a discutées dans cette présentation. Donc oui, les mêmes exigences pour tous les acteurs, en résumé. J'ai une autre question qui est venue. Comment fonctionnent les producteurs réguliers en Europe? France, Autriche par exemple, pour le parquet et les lamellés collés. Comment fonctionnent les producteurs réguliers en Europe? Achim Schaffer va répondre. En Europe, il y a la même régulation comme en Suisse. Ça veut dire, dans mes connaissances, ces exigences, ils sont les mêmes dans toute l'Union européenne. Ça veut dire aussi les producteurs qui ont leur siège dans l'Union européenne et qui importent du bois des pays tiers comme la Suisse ou bien la Chine ou bien la Brésil. Ils ont les mêmes exigences à remplir comme les entreprises suisses. Ça veut dire aussi ces entreprises doivent être diligents et puis doivent remplir un devoir de diligence et puis évaluer les risques, diminuer les risques
comme tous les autres aussi. Merci Harim pour cette réponse. Une nouvelle question qui est venue, c'est la question de la certification avec le label bois suisse. Une certification avec le label bois suisse d'un bois ou dérivé du bois peut-elle suffire à remplir la nouvelle législation? On parle d'un label, est-ce que ça suffit pour prouver le devoir de diligence? Je passe la parole à Harim Schaffer de nouveau. Je crois qu'on a même rempli cette question dans notre question fréquemment posée, mais j'improvise. En Suisse, si vous racotez du bois en Suisse, vous remplissez les exigences premièrement en train de respecter les lois forestières suisses, parce que ces lois, ils demandent de vous d'être diligent dans les forêts suisses déjà. Si vous exportez dans les autres pays, c'est une autre question, parce que c'est là, la question c'est est-ce que le pays importateur ou bien les acteurs qui importent du bois suisse, qu'est-ce que eux ils acceptent comme une preuve. Comme preuve de légalité pour du bois suisse. Mais on peut dire déjà maintenant, pour le bois suisse, le risque est très bas. Pour tout le bois provenant de la Suisse, aussi vu à la corruption en Suisse, on est très bas. Ça veut dire les acheteurs dans l'Union européenne, par exemple, qui doivent remplir ces exigences. Pour eux, c'est simple de mettre en circulation du bois suisse. Merci Harim. Donc une prochaine séance est prévue la semaine prochaine, le 11 novembre, pour une suite de discussions. Donc s'il y a des questions entre deux ou des questions qui arriveraient entre deux, il serait tout à fait possible soit nous les faire parvenir entre deux, ou alors justement de les poser la semaine prochaine dans le cadre d'un deuxième webinaire plus approfondi. Je voulais juste rappeler qu'on a effectivement toute une liste de FAQs, comme on appelle ça si bien, les questions fréquemment posées. Elles sont aussi visibles sur notre site internet. Peut-être que vous trouverez aussi là quelques éléments de réponse ou précisions encore par rapport à ce qui a été discuté ce matin. Je ne vois pas d'autres questions. Je propose de clore ici cette ronde de discussion. Je vous remercie déjà pour ce qui est venu. Je me réjouis déjà d'entendre les questions suivantes pour la deuxième partie. J'aimerais peut-être encore donner ici un petit résumé et ses perspectives. Donc encore une fois, ce rappel, l'ordonnance, elle va entrer en vigueur au 1er janvier 2022. À partir de cette date, les opérateurs seront soumis au devoir de diligence et les commerçants seront tenus d'assurer la traçabilité des marchandises. Les contrôles de la Confédération seront effectués sur une approche à risque, donc basée sur le risque. Ceci, comme rappel encore une fois de ce cadre, vous avez différentes aides et informations, c'est un rappel, on vous l'a rappelé souvent au cours de ce webinaire, mais sur notre site internet www.bafu.admin.ch/commerce du bois, c'est une page particulière que nous dédions justement à cette nouvelle ordonnance et à cette nouvelle réglementation. Vous trouverez tout un dossier, des liens utiles. Vous pouvez vous adresser aussi à une newsletter, commerce légal du bois en Suisse. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Régulièrement, nous postons là aussi des informations qui peuvent vous concerner ou qui peuvent concerner certains de vos partenaires qui pourraient vous poser des questions dans ces chaînes de partenariat tout au long de la valeur ajoutée bois. Le système de diligence de Preferred by Nature, ce libre accès est posé ici. Le Sourcing Hub, donc ça c'est aussi présent ici, l'analyse du bois en laboratoire, les informations de la Commission européenne sur le European Timber Regulation et puis l'utilisation d'outils informatiques pour la mise en œuvre du devoir de diligence. Voilà, nous avons une question qui est venue pour le prochain webinaire. Je ne vais pas la lire ici, mais je la reprends pour la prochaine fois. Merci pour cette question qui est venue encore en privé. Et je voudrais à ce stade clore donc ceci. La séance, cette première partie. Pour la deuxième partie qui a lieu donc la semaine prochaine, le 11 novembre, nous allons refaire un accueil, une ouverture des portes virtuelles dès 9h. Nous allons recommencer à 9h15. Nous allons travailler sur le devoir de diligence dans la pratique. Ensuite, nous allons parler de l'évaluation et de l'atténuation du risque.
et puis nous referons une ronde de questions comme nous l'avons eu aujourd'hui. Donc, des précisions, on va dire, on a passé au général, on passe de plus en plus au particulier, on rentre dans cet entonnoir et puis on va avoir un condensé qui va prouver toute la légalité du bois et de ses produits dérivés en Suisse. Voilà, j'aimerais remercier à ce stade aussi toutes les personnes qui ont travaillé ici derrière à l'organisation de ce webinaire, à la logistique aussi, ici au sein de l'OFEV, mais aussi à l'extérieur. Je ne vais pas tous les mentionner ici, mais un grand merci pour ce travail. J'espère que ce webinaire a été utile pour vous. Nous allons donc continuer la semaine prochaine avec ces questions et toutes les questions qui devraient encore arriver d'ici la fin de l'année peuvent nous être posées en tout temps. Nos collaborateurs et collaboratrices sont aussi à vos dispositions pour y répondre. Voilà, je vous souhaite une excellente matinée. Je vous remercie pour votre intérêt pour cette mise en œuvre de cette nouvelle ordonnance qui rentre en vigueur donc au 1er janvier 2022 et je vous souhaite une excellente suite de journée et fin de journée. Au revoir, merci.